Nous étions une famille plutôt traditionnaliste, tranquille. Et puis, ces derniers temps, il est en train d'évoluer vers une position beaucoup plus orthodoxe, beaucoup plus religieuse. Et il commence à nous faire des remarques et il commence à nous attaquer en nous disant que vraiment, on ne se comporte pas du tout comme des juifs. Et c'est un problème, le document. Bonjour Johanna. Bonjour Bernard. Alors je voudrais souligner d'abord que c'est aussi un phénomène social. C'est pas que ça parle pas que de l'individu. Je sais que Lévinas il parle de Torah Ta'av et Moul Torah Rav. J'ai dit quoi? Okay. Torah Ta'av Moul Torah Rav. On traduit pour notre public. Donc la Torah du Père face à la Torah du rabbin. Donc la transmission familiale face à la transmission, je sais pas, de l'Église. Comment tu traduirais ça? Je sais pas. Mais il y a un réel conflit sur ces sujets-là et je pense que les écoles et les yeshivot, elles poussent vers le fait de vouloir Alors déjà, si tu es arrivé à l'école ou à la yeshiva, c'est que tu es déjà relativement religieux. Le fait est que, effectivement, il y a des parents qui n'étaient pas de grands religieux, mais qui ont voulu aussi faire bien et un peu monter aussi, des fois. C'est eux qui ont commencé même des fois un peu le mouvement en disant « je vais le mettre dans une école un peu plus religieuse, qui le protège un peu plus, etc. » Sauf que c'est à double tranchant parce que le voilà qui rentre à la maison et qui commence à plus vouloir manger dans une vaisselle qui n'est pas trempée, qui veut plus ci ou qui veut plus ça parce qu'il n'a pas confiance, qui commence à vous dire que si vous apprenez pas les halachot, il pourra plus manger à la maison. Et puis le ton durcit et c'est déjà vrai quand ils sont ados, mais ça peut être encore plus vrai quand il grandit encore. Et il va avoir une maison demain et puis il veut plus rentrer chez vous ou manger ou il commence à vous critiquer, ça devient insupportable. Alors en fait, c'est une situation qui arrive assez souvent. Bien sûr, on a des situations inverses dans les familles religieuses d'enfants qui ne veulent plus devenir religieux, ce qui n'est pas notre sujet, mais ce qui cause aussi de gros désagréments aux familles. Mais là, cet enfant qui progressivement, parce qu'il allait dans tel colo, qui était un peu plus religieux que la maison, un peu plus religieuse, ou bien parce que telle école et tel copain, etc., commence à devenir religieux, mais aussi un peu intransigeant, et de plus en plus. Alors, comment on s'attaque à ce problème et comment on essaye de faire un peu la part des choses sans céder un peu à la panique? Il y a aussi le sujet de la cohérence d'un discours. Souvent, tu as des parents... Si en tant que parent, on a été visé des écoles plus religieuses que ce qui se passe à la maison, ça soulève le problème de la cohérence. C'est-à-dire que l'enfant, il cherche à être cohérent entre ce qu'il entend comme idéal et sa pratique. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas forcément l'école qui correspond à notre anima amin, à nos croyances à nous religieuses. Donc du coup, on a un problème à ce niveau-là, au niveau de la cohérence. Alors, j'aime bien ce thème de la cohérence. Viens, on va s'y promener un tout petit peu. D'abord, on ne va pas trouver effectivement toujours... l'école ou la structure, la misguérette qui correspond à nos idées, parce que nos idées, des fois, ne sont pas linéaires. On va être plus attaché à des choses, par exemple, au niveau vestimentaire, mais c'est très important pour aller à l'école. Par contre, on va aller à la piscine mixte, parce qu'on a toujours fait que nos parents allaient... Et quand nous, on n'a pas obligatoirement une linéarité dans notre comportement et une logique un peu même religieuse, alors souvent, on a perdu un peu l'enfant et quand lui veut se renforcer, il veut plus, il n'arrive pas à se souvenir ou à comprendre où vous étiez exactement dans c'est peut-être l'occasion de se remettre en question et de réfléchir sur nos propres valeurs, en quoi on croit. Parce que t'as les parents qui vont à la piscine en se disant qu'ils ne devraient pas. Et donc finalement... Mais d'un côté, on va en famille. Non, oui, mais peut-être que l'enfant, il ressent ce « je devrais pas ». Et t'as les parents qui comprennent qu'il y a un choix derrière complètement délibéré, qu'il y a une explication et qui peuvent développer tout un discours pour expliquer pourquoi, oui, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc c'est deux approches complètement différentes. Alors, moi, je suis dans la même pensée que toi à ce niveau-là. C'est-à-dire, quand votre enfant arrive et soulève un problème, même s'il vous attaque un peu, même s'il vous pique et on n'aime pas en tant que parent, on aimerait bien rester les parents des enfants quand ils avaient 2-3 ans, où ils nous voyaient comme des grands, comme des dieux presque, de la connaissance et du savoir. Puis quand il commence à nous titiller, à nous bousculer en disant « Mais attends, il n'y a aucune logique dans ton comportement toi-même. Qu'est-ce que tu veux me brider maintenant ou m'empêcher ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui prouve que tu as raison, toi ?» Et puis en plus,
viens, on essaie de réfléchir un peu à ta façon de faire, et on s'aperçoit qu'elle n'est pas obligatoirement très logique ou très... je te comprends pas, en fait. En fait, je comprends ceci étant plus dit, je pense qu'on doit être aussi accepté dans nos incohérences. C'est-à-dire, on n'est pas non plus des robots super symétriques, etc. Être accepté dans ces incohérences, même si l'enfant a tendance, quand il est petit, à pouvoir gérer les incohérences, il les gère moins bien quand il grandit. Parce qu'il commence à réussir à mettre de l'ordre dans sa tête, et il commence à avoir des idées, des arguments. Et ben, les incohérences, vous allez voir, à l'adolescence, sont bien moins gérées par les adolescents. Et d'ailleurs, tous les conflits viennent du fait que c'est pas possible. Toi. Vous, par exemple, vous avez envie que je fasse mes devoirs, mais des fois, pendant une semaine, vous en foutez. Vous partez en vacances, vous ne passez pas un coup de téléphone pour savoir comment c'est passé. Il faudrait savoir, ça vous intéresse ou ça ne vous intéresse pas. Et l'adolescence, c'est l'âge où on met le doigt sur les incohérences des parents, on n'a pas envie de les accepter. Ça vient plus tard. Quand on va grandir encore, d'un coup, tout se calme, etc., en disant « Ah ouais, moi aussi, je suis un peu comme ça », et ça fait rire. Mais à l'adolescence a envie de mettre le doigt sur vos incohérences pour vous les dénoncer et pour pouvoir vous déstabiliser un peu. Pour pouvoir, au contraire, vivre sa vie et avec ses idées, sans tenir compte obligatoirement de votre avis, de votre façon de voir les choses, et que vous lui imposiez cette façon un peu ambiguë, des fois, de faire certaines choses aussi. Oui, non, mais il y a aussi la concurrence entre, ce que je disais tout à l'heure, la concurrence entre le système, comment tu appelles ça, entre l'école et le système extérieur, les synagogues. Pas seulement la concurrence, des fois l'école va vous défoncer. Non, mais c'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose, des fois, quand l'enfant il va être trop religieux, surtout si tu as des valeurs qui sont déjà bien assises, ça dépend. Si tes valeurs ne sont pas assises, c'est encore autre chose. Mais si toi, en tant que parent, tes valeurs sont assises et que ton enfant, il vient et il remet un peu tout en question, comme si tout ce que tu disais n'avait pas de poids, etc., ça touche vachement. Et là, le problème, il est que la guerre, elle n'est pas face à l'enfant. Je pense qu'elle est face au système, puisque c'est le système qui pousse nos enfants à écouter les rabbinim, comme si les parents n'avaient pas de poids dans leur Torah. On va avoir des parents porte-à-faux. Les parents, à la base, aiment bien un peu écouter les écoles et être bien avec les écoles. Mais très souvent, on voit des conflits parce que l'école même ne va pas hésiter des fois ouvertement à faire une petite remarque en disant « Quoi, tes parents font aussi, ils ont la télé à la maison à Non, mais c'est pas que l'école, c'est l'école. Et après, je pense qu'il y a un marketing religieux. Je pense que, je veux dire, quand on ouvre la Gemara, on sait que tout est possible et son contraire aussi dedans. Donc, je veux dire, il y a tellement de possibilités. Mais par contre, l'Institut, il y a une sorte de communication unique où il y a certains messages qui vont passer. Et donc, il y a une sorte de... C'est pas du lavage de cerveau différent que dans le domaine de la pub, mais les enfants sont... Enfin, nos adolescents écoutent un certain discours. Et face à ça, je ne sais même pas si on a du poids parce qu'il y a tout un message assez unique qui passe. C'est une façon de voir, parce qu'effectivement, il y a des cadres scolaires, il y a des enseignants, même de leur propre initiative, qui vont prendre des fois. Moi, ça m'est arrivé d'avoir amené quelqu'un dans une colo qui avait promis, qui traiterait tel et tel sujet, et qui avait un petit agenda, qui avait une petite idée derrière la tête, et qui a commencé le soir dans les chambres des filles à faire passer des messages qui n'étaient pas les messages de ma colo du tout. Et là, on avait un problème éducatif, parce que moi, j'éduquais dans une grande ouverture d'idées, etc. Et la personne était dans une espèce d'agressivité religieuse. Il faut détester les garçons parce qu'ils sont vicieux, et puis c'était pas du tout ce qu'on enseignait. Et effectivement, là, le conflit au début, tu te dis mais pourquoi les enfants sortent ces idées ou ces trucs? Et puis je m'étais rendu compte qu'il y avait quelqu'un derrière, un esprit qui lui essaie d'orienter les esprits, et c'est très dangereux parce que quand un adulte commence à influencer un enfant de 13 ans, 14 ans, il a un poids énorme. Et il a une capacité d'influencer, de bouger qui est énorme. Et là, il faut être très, très circonspect et savoir lire derrière, des fois, les discours de votre enfant, s'il n'y a pas une espèce de mentor qui a pris un peu le relais, qui a décidé de... Oui, et puis il n'est pas forcément à un visage unique, ce mentor, ce que j'essayais de dire. Il existe sous toute forme de moyens de communication. Il peut exister sous toute forme de communication. Et comme je disais tout à l'heure, ça arrive aussi complètement à l'envers. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec des familles qui sont religieuses et qui étaient bien. Et l'enfant a commencé à sortir des idées qui n'étaient pas celles de la famille du tout. Et on s'aperçoit des fois qu'il y a, oui, un mentor, qui peut être même sous une forme écrite. J'ai lu un livre mais d'un coup, rabbin sur YouTube. Idées, et hop, les idées ont conquis des mondes dans le cœur de l'enfant. Alors, on va se concentrer sur ce qu'il faut éviter absolument. Maintenant. Je pense, Johanna, qu'on va suivre notre ligne un peu habituelle. C'est-à-dire, encore une fois, quand votre enfant arrive et dit « je veux être plus religieux » ou « je veux faire plus, je veux prendre plus sur moi, je veux prendre all Torah ou mitzvot encore plus », encore une fois, même si ce n'est pas votre truc,
arriver en disant « Oh là là, mais on t'a bourré le crâne, qui sait, montre-moi ton rabbin, etc. » Ça va renforcer au contraire l'enfant dans cette volonté et de vous voir même comme étant quelque chose qui s'oppose, qui le dérange dans ça, et il risque d'aller très loin de là où vous voulez. Donc évitez de le condamner, de le juger, de se moquer. Par contre, vous avez le droit, et en tant que parent, d'abord d'expliquer votre position. C'est important d'ailleurs la position de ses parents claire et de faire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le point aussi. Mais où j'en suis, moi, vraiment, en vrai? Est-ce que j'ai une cohérence dans ce que je dis ou dans ce que je fais? C'est important de faire ce birour-là, c'est-à-dire de se confronter un peu à ce qu'on est. Et puis, c'est peut-être l'occasion de valoriser la marloquette. Bon, là, je vais dire un peu le contraire de ce que j'ai dit avant. Non, mais c'est pas grave. C'est peut-être l'occasion, justement, dans le monde du Talmud, c'est la marloquette. Tout sujet et à même... j'arrive pas à trouver les mots, mais face à tout sujet, la réponse, c'est marloquette. Le Rav Benilao, il dit toujours ça. La marloquette, c'est une vraie discussion. Donc, finalement, quand l'enfant, il s'oppose à nous, c'est bien peut-être de dire, écoute... Mais parce que la marloquette, la discussion, derrière le danger d'être chaloukim, c'est-à-dire d'avoir des avis tellement opposés qu'on va se disputer, mais elle nous donne l'occasion de voir toutes les facettes d'un problème. Et dans une maison, je conseille aux gens de faire ça tout le temps. Regardez 360 degrés de la problématique. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de mettre toutes les facettes. C'est pas grave. Vous avez le droit d'avoir votre anima amine, votre ligne. N'ayez pas peur de ça. Il va être très très important de dire, profitons-en, il y a un sujet sur la table, on le fait à fond. Et d'ailleurs, dans les familles qui éduquent très très bien, on va le faire à fond, avec des textes, mais pas des textes rabbiniques obligatoirement, des textes de philosophes, des trucs. Allez, on met tout sur la table, on essaie de voir. Ça enrichit vous-même, ça enrichit la famille. Et ça permet encore une fois de transformer quelque chose qui était un problème, de le transformer en quelque chose qui vous enrichit. Et à partir du moment où on a fait ça, en éducation, on est sur la bonne voie. Wow. OK, c'est ce qu'il faudra retenir pour conclure. Toujours chercher de voir comment, je vous avais raconté la théorie du surfeur, comment la vague qui arrive et qui risque de nous noyer, comment en profiter pour faire du surf dessus et profiter de sa force et de son élan pour faire avancer, pour bien kiffer la vie et faire kiffer votre famille. Celui qui trouve la théorie du surfeur et qui arrive à l'appliquer, il arrive à, au contraire, faire de la force qu'il y a dans une problématique, faire une force pour sa famille et pour la vie. Merci d'avoir été là, Johanna, encore pour nous montrer plein de facettes. Et merci à vous de nous suivre chaque semaine. À la semaine prochaine.